à l'international, on l'utilise également pour consulter des données qui sont au niveau local. Ça n'a pas de sens. Net? Non, non. Reviens. Ouais. Voilà, c'est bon. Non, reviens. Reviens. Vas-y. Voilà. Donc, le deuxième point que nous allons aborder, c'est qu'est-ce que c'est? Un IXP, c'est quoi? C'est un ensemble d'équipements que l'on place à un endroit bien déterminé. J'essaie de faire la version pour faciliter les échanges entre les opérateurs d'un pays ou d'une région bien déterminée. C'est ça, grosso modo, un IXP. Donc, si on prend la figure précédente, d'accord, et que l'on ajoute un élément supplémentaire dans cette figure, qui est l'IXP, d'accord, si on revoit un peu l'acheminement du trafic, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que RTL transmette notre requête à l'international pour revenir au niveau national, elle directement par le point d'échange, donc qui est lui est au niveau national. Donc, en termes de coût, ça veut dire que ça, on ne paye plus ça, d'accord, pour acheminer ce trafic, on ne paye plus ça. En termes de latence, c'est forcément plus rapide. Pourquoi? Parce que le chemin, il est au niveau national. Donc, c'est, voilà, je n'ai plus besoin de passer par un chemin plus long pour atteindre un contenu qui est plus proche. D'accord? En termes de bande passante, qu'est-ce qu'on gagne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que RTL, qui est ici, au lieu d'utiliser ce tuyau-là pour acheminer du trafic qui est local, eh bien, il va désengorger ce tuyau et utiliser sa connexion qui est au point d'échange. Donc, c'est en cela qu'on dit que le point d'échange permet, dans une région ou un pays bien déterminé, d'échanger du trafic entre opérateurs. Donc, voilà. Landry, j'ai une question. Oui. Peut-être qu'il faut, pour une compréhension un peu plus, je dirais, simple pour le commun des mortels, hein. Lorsqu'on fait une connexion à Internet, qu'est-ce qu'on va chercher? Quel est l'intérêt de l'utilisateur de passer par le point d'échange que d'aller vers une connexion internationale? On a bien compris que le coût est plus important que quand on va directement sur une liaison internationale sans passer par l'échange. En tant qu'utilisateur, quel est l'intérêt pour moi de passer par un point d'échange si je veux aller consulter une information qui se trouve à l'autre bout du monde? Pour une information localisée à l'international. Sur un serveur extérieur, par exemple. Ouais, au national ou bien à l'international? International. À l'international. Bon, il faut dire que pour ce qui est des informations qui sont au niveau national, international, on n'a vraiment pas besoin de point d'échange, bien entendu. Mais quel est l'avantage pour l'utilisateur? Je vais prendre un cas simple. Cet utilisateur-là, on va prendre un exemple, il paye 1000 francs chez RTL pour accéder à Internet, d'accord? Pourquoi RTL facture cela à 1000 francs? Parce que lui, peut-être, il paye ça à, disons, 500, d'accord? Et donc, pour avoir une petite marge, ajoute 500 de plus, et puis, voilà. Donc, 500 ici c'est 1000 francs, d'accord? Pourquoi RTL facture ici? Parce que RTL aussi, pour se connecter à Internet, a besoin de se connecter à un autre opérateur d'un plus grand niveau qui, lui, facture également de l'argent. Très bien. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? RTL loue le tuyau international à, on va dire, à 500. D'accord? Mais ce tuyau international, il y a deux types de trafic qui circulent là-dedans. Il y a le trafic national et le trafic international. Disons par exemple que RTL prend 100 mégas ici et que le trafic national est juste de 20 mégas. Et le trafic strictement international est à 80 mégas. D'accord? Donc, RTL loue une capacité de 100 mégas pour acheminer deux trafics, un national et un international. Si RTL se connecte au point d'échange, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'acheminer les 20 mégas de l'international ici, les 20 mégas seront acheminés sur le point d'échange
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne va utiliser que 80 mégas ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Airtel va moins payer à cet opérateur auquel il se connecte. Au lieu de payer, disons, 500, va payer peut-être 300. Parce que Airtel a besoin d'une bande passante de 80 mégas au lieu d'une bande passante de 100 mégas qu'il utilise en même temps pour un trafic local et un trafic international. Donc, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi dans tout ça? Oula. C'est bon, laisse ça. C'est quoi la répercussion? C'est quoi? C'est que, donc, au lieu que Airtel paye 500 ici, Airtel va payer 300 ou 400 et va répercuter le coût ici sur l'utilisateur final en disant que, au lieu de te facturer 500 francs, je vais te facturer également 200 ou 300 parce que ton trafic qui est local, je ne l'achemine plus par ma ligne nationale. Donc, on gagnerait peut-être plus à contenu dans le cadre de pour solliciter un trafic régional. Bien sûr. Allez. Oui, bon, on a parlé. Gabix, concrètement, comme je le disais un peu plus haut, c'est le point d'échange Internet du Gabon. D'accord? Et comme un tout point d'échange, hein, il permet d'interconnecter les opérateurs au niveau national. Donc, il faut dire que historiquement, Gabix est né d'une volonté gouvernementale, d'accord, à travers le PSGE, le plan plan stratégique Gabon émergent. Donc, c'est une initiative gouvernementale. Donc, le gouvernement a associé également des opérateurs, d'accord, qui ensemble ont mis en place cette infrastructure. Donc, Émile, qui est ici, connaît bien Gabix, parce que la SPIN est membre de Gabix. Gabix opère au travers d'un GIE, un groupement d'intérêt économique, dont je suis le secrétaire exécutif, mais nous avons également c'est de favoriser le développement de l'Internet, permettre aux opérateurs qui sont au niveau national de s'interconnecter afin de désengorger leurs liaisons internationales. Donc, favoriser le développement du contenu au niveau national. Vas-y. Donc, sur le plan de la gouvernance, Gabix est constitué d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'un secrétariat exécutif. Techniquement, l'infrastructure de Gabix est constituée d'un ensemble d'équipements repartis sur 2 sites. Nous avons le premier site qu'on appelle communément le POP ACE. POP, c'est une présence au niveau de la station qui est localisée au niveau de la câble ACE. Et le deuxième point de présence qui lui est localisé au centre technique de niveau 1 du backbone national. Situé à l'ancienne. Donc, je le disais déjà, hein, l'objectif de Gabix, c'est d'améliorer la connectivité d'Internet au niveau national, d'accord, plus accès sur les opérateurs. Hein. Comme service, nous avons le peering public, le peering privé. C'est quoi le peering? C'est l'opération qui consiste à interconnecter 2 opérateurs à travers le point d'échange. Bon, normalement, même sans point d'échange, on peut faire du peering. Donc, nous sommes à Gabix, c'est quoi concrètement? C'est un équipement qu'on appelle un switch, que l'on apporte ton câble, tu le connectes, l'opérateur B apporte ton câble, tu le connectes, ainsi de suite. Donc, tous les opérateurs se connectent à cet équipement-là et échangent du trafic au niveau national. Donc, nous avons d'autres services tels que les services DNS, nous avons des serveurs de route. Les serveurs de route, c'est pour faciliter les communiquer entre eux directement. Ils communiquent à travers un serveur central qui est là et ils se connectent. Voilà. Donc, voilà. Qui peut se connecter à Gabix? Qui peut se connecter à Gabix? C'est tout acteur, d'accord, qui dispose d'un réseau.
tout acteur qui peut mettre un service sur Internet. D'accord? C'est quoi? Premièrement, c'est les opérateurs de fournisseurs d'accès à Internet. C'est les premiers acteurs d'un point d'échange. On les appelle également des participants. Nous avons les opérateurs de téléphonie mobile qui également qui fournissent également du service Internet. Nous avons les banques qui ont des gros contenus, qui ont des data centers. Actuellement, on constate par exemple que le e-banking ne fait que se développer. Donc, c'est des services de banque que l'on met en ligne et qui peuvent être acheminés à travers le point d'échange. On remarque par exemple que la majorité de nos banques hébergent leur contenu, plusieurs de nos banques hébergent leur contenu au niveau à l'international, alors que si elles hébergeaient ce contenu au niveau national et se connectaient au point d'échange, ça faciliterait beaucoup la tâche aux utilisateurs, donc clients de cette banque-là, d'accéder aux services de la banque à travers le point d'échange. Donc, vas-y. Les bénéfices, l'intérêt. Donc, c'est vrai, le point d'échange, on dit beaucoup qu'on doit se connecter au point d'échange, mais il y a des prérequis. Qu'est-ce qu'il faut pour se connecter à un point d'échange? Premièrement, une petite compétence technique, d'accord? Compétence technique en termes de routage, voilà, connaissance des équipements, ainsi de suite. Il faut avoir des ressources Internet. Les ressources Internet, c'est des adresses IP, c'est des numéros de système autonome. On les appelle des ressources Internet. Et il faut également avoir un réseau. En gros, un service localisé dans un réseau que l'on va mettre sur le point d'échange. Actuellement, nous avons un certain nombre de membres qui sont connectés au point d'échange. Nous avons l'ANINF, nous avons GVA Gabon, communément appelé Canal Box, nous avons IP9, nous avons Facebook. Pour Facebook, Facebook souvent signe des contrats avec les points d'échange pour venir installer des serveurs directement au niveau du point d'échange pour faciliter l'accès à Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous accédez maintenant, si l'opérateur chez qui vous bénéficiez de la connexion Internet, d'accord? Si vous êtes connecté par exemple à RTL, si RTL dispose d'un cache, on les appelle comme ça, c'est les serveurs de cache Facebook, ça veut dire que ça va faciliter la connexion Internet et votre connexion sera un peu plus rapide. Nous avons également PCH, qui est également un acteur de l'Internet majeur, qui fournit des services de DNS et d'autres contenus. Vas-y. En termes de trafic, on a présenté ici on va dire deux trafics. Le premier trafic ici, c'est environ 100 mégas. C'est en 2018 où on avait encore le membre. Bon, pour la petite histoire, Émile me demandait est-ce qu'il faut étaler les problèmes du point d'échange. Mais non. Non, peut-être pas, mais non. Je pense que c'est peut-être c'est un point quand même qu'il faut souligner. C'est une tribune quand même qui nous bien sûr, bien sûr. Pour expliquer un petit peu aussi les difficultés rencontrées par Gabix. Voilà, bien sûr, bien sûr. Il faut dire que Gabix actuellement rencontre un certain nombre de difficultés liées à l'engouement, sinon la motivation des membres fondateurs. Je disais tout à l'heure que Gabix est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique constitué d'un certain nombre de membres. Ils sont 12. C'est les opérateurs que vous connaissez, hein, RTL, Gabon Télécom, IP9, qui sont membres fondateurs de Gabix. La NEF également et la SPIN. Donc, on fait face actuellement à un manque de motivation des membres, non seulement pour venir se connecter au point d'échange, mais également s'impliquer dans l'activité. Voilà. Et c'est principalement lié à une chose, c'est le contenu. On va en venir tout à l'heure. C'est qu'au Gabon, on n'a pas beaucoup de contenu. Quand je parle de contenu, c'est quoi? Voilà, ce que le contenu qu'on connecte souvent, c'est les sites web. Je vous assure que l'hébergement web, c'est un service tellement majeur web au Gabon. Si on a un petit développeur aujourd'hui qui souhaite mettre son application en ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez OVH à l'international, il va faire héberger son service, et voilà. Et c'est un service qui est destiné aux Gabonais, mais qui est hébergé à l'international. L'une des conséquences, c'est quoi? C'est que si on a
une coupure de nos liaisons internationales, et ça y est, vous ne pouvez plus accéder à vos services. Ça veut dire qu'il y a un opérateur avec qui j'ai discuté récemment qui voulait un peu travailler avec nous et il faisait dans le service de e-banking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il fait du e-banking au Gabon, ça veut dire que c'est un service qui a pour cible des clients, des Gabonais en fait. Donc, si cet opérateur-là, il prend le contenu et va l'héberger à l'international, et que ce contenu, c'est quoi? Je veux consulter mon compte en ligne, je veux faire une transaction bancaire, envoyer à l'enfant de l'argent, ainsi de suite. Voilà. Ce service-là est à l'international, et disons en France, ou bien, je ne sais pas, voilà. Et, je ne sais pas, coupure de nos câbles sous-marins, ça arrive beaucoup, hein, souvent, je suis du domaine, donc souvent on a des coupures de câbles sous-marins. On en a deux au Gabon, c'est SAT3, qui est opéré par Gabon Télécom, et nous avons S qui est opéré par Axion. Donc, si l'un de ces deux câbles-là se coupe, tous les services à destination du public gabonais et qui sont hébergés à l'étranger seront inaccessibles. D'accord? Alors que si on utilise le point d'échange, d'accord, et qu'on héberge nos services au niveau national, même si on coupe nos câbles sous-marins, nos services locaux seront toujours accessibles. On a eu l'exemple des services gouvernementaux qui sont gérés par la NEF et qui sont accessibles par Gabon Télécom, par RTL et IP9. Si aujourd'hui, là, les câbles sous-marins se coupent, quelqu'un qui est dans l'administration gabonaise, qui utilise son email, pourra toujours utiliser son email. D'accord? Alors que sans point d'échange avant, si les opérateurs qui sont connectés à un FAI, c'est-à-dire si deux opérateurs sont connectés à deux FAI différents, ils ne pouvaient pas accéder parce que leurs contenus sont échangés au niveau international. Voilà. Et donc, la petite histoire, donc, on fait actuellement face à une motivation des membres fondateurs qui ne s'impliquent pratiquement plus et qui a fait que notre trafic est quitté de 1,5 giga. On avait déjà un trafic de 1,5 giga, on avait des pics de 1,5 giga et on est descendu à 100 mégas. Donc, on a eu le départ de certains opérateurs. Voilà. Il faut dire que je disais que la principale conséquence, c'est qu'au Gabon, on n'a pas de contenu. Voilà pourquoi le volet qui va suivre, on essaie de mettre en place des politiques pour favoriser le développement de contenu. Inciter les petits développeurs, le petit développeur qui sort de IAI, qui sait développer son application, voilà, il sait faire un peu de programmation, mais bon, on évite qu'il garde son application qui tourne bien seulement dans son ordinateur. Et donc, on a même un projet au niveau de Gabix qu'on est en train de développer qui, voilà, on offre aux petits développeurs qui ont de bonnes idées d'héberger leur contenu au niveau de Gabix parce qu'en termes de ressources, on en a les ressources Internet parce que pour mettre son contenu à Internet, sur Internet, il faut des ressources en fait. Voilà pourquoi les gens ils vont voir OVH parce que derrière, il y a autre chose. Hein. Il ne suffit pas de payer son truc sur OVH. Et puis voilà, mais derrière, il y a une bagatelle d'informations à rentrer. Ça veut dire qu'on peut donner à ce petit développeur-là, voilà, tiens ce petit espace, développe ton contenu, mais pas de façon pérenne, bien entendu, parce que notre objectif premier, ce n'est pas l'hébergement, mais pouvoir permettre à celui-là qui a de bonnes idées, lui dire que ton application tourne bien, d'accord, mets-la en ligne, teste même pendant 6 mois. Bon, voilà, le petit a son application. Est-ce qu'on ne peut pas l'héberger chez toi? Et puis, voilà. Donc, c'est des petites idées comme ça que l'on a au niveau de Gabix. Mais est-ce que pour intervenir, je me posais la question, est-ce que cette difficulté-là, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée justement à un manque d'infrastructure d'un véritable data center dans notre pays? Parce que l'hébergement est un modèle économique. Lorsqu'on regarde en général sur Internet, quand on a un projet de développer un site Internet, on regarde sur Internet et on voit une offre vraiment pléthorique, qui sont attractifs d'un hébergeur à un autre. Est-ce qu'au Gabon, on a pensé vraiment à développer le modèle économique des data centers pour l'hébergement de données au niveau local? Si oui, est-ce que ça existe? Que demain, on ne pourrait
pas imaginer que le gouvernement ait un data center dans notre pays et développer vraiment cette activité économique parce que à l'étranger, parce que peut-être qu'on n'a pas une offre d'hébergement visible dans notre pays et que je pense aussi que sur le plan marketing et commercial, il n'y a pas des entreprises qui se positionnent sur ce marché au niveau local. Et je dirais même au niveau régional. Est-ce que je pose la question, hein? Oui, effectivement, il faut dire que la solution de place d'un data center national ou régional, c'est une des solutions de création d'un data center. Voilà, on n'en a pas, hein, dans la sous-région, on n'en a pas. Mais je pense qu'il faut voir aussi les choses autrement, en fait. Je pense qu'on pense souvent aussi trop gros. Parce que la création d'un data center, déjà, il faut avoir un bon modèle économique, d'accord? Et la rentabilité, le retour sur investissement d'un data center, c'est plusieurs années. J'en ai visité à Tunis une fois, et le responsable du data center disait la création d'un data Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Bien entendu, je pense qu'il faut mener une bonne étude pour créer un bon data center qui, après, voilà, pourra faire un retour sur investissement. Mais nous, au niveau de Gabix, on a pensé, et dans, avec des homologues dans la sous-région, d'autres points d'échange, on a une idée, c'est que data center à l'occidental, tier 1, tier 2, tier combien de choses là, avec leur français compliqué qui parlent souvent là. Pourquoi on ne pense pas d'abord petit? Je suis sûr que quand on voit un peu le développement de l'Internet, ça ne s'est pas fait directement, boum, et puis c'est déjà grand. Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir petit? Je discute beaucoup avec les opérateurs. Hein. J'en ai discuté avec un à qui, voilà, sur le sujet. Je lui ai dit, tu as une salle de serveur qui est là, qui héberge les équipements de ton réseau. Première question, est-ce que ton réseau n'est pas disponible pour tes utilisateurs? Peut-être pas à 100%, mais de toutes les façons, nous tous, nous sommes là connectés à Internet, sur RTL, IP9, ainsi de suite. Ça fonctionne. Des fois, bon, il y a des problèmes de lenteur, ainsi de suite. Mais bon, voilà, on n'est pas super développé et tout ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui coûte à un opérateur de prendre un petit serveur, d'accord, 2, 3 serveurs, mettre dans une baie, donc qui est situé dans son local technique et développer des petits services? On n'a pas besoin de grandes choses. Développer des petits services, voilà, services de beaucoup, les jeunes, ils aiment héberger les photos et tout ça. Il y a beaucoup de petites applications que open source, hein, c'est-à-dire libre, on télécharge sur Internet, on installe, et puis il y a une application, peut-être vous allez chercher, c'est Nextcloud, c'est une application de visioconférence, de partage de photos, il fait du chat, il fait beaucoup de choses. Pourquoi ne pas commencer avec ce qui est petit? On localise ça, on voit en fonction de l'attraction des utilisateurs, on fait un peu de pub, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, les choses vont grandir. Au lieu d'avoir, on connaît un peu nos projets, hein, on a beaucoup de projets gouvernementaux qui, au début, ça commence comme ça, mais après, ça, voilà. Donc, parce que je pense peut-être que, bon, en fait, c'est la question que je me pose, hein, est-ce qu'on ne voit pas les choses trop grandes aussi? Pourquoi ne pas commencer petit et après, au fur et à mesure, ça grandit? D'entrée, je comprends très bien ton inquiétude, peut-être, mais je pense d'abord que nous sommes dans un marché, il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut avoir une démarche pédagogique. Tout ce qu'on dit ici, parfois, c'est vraiment à l'extrême de la compréhension, mais vraiment du jeune qui a une start-up et qui commence à se poser des questions sur comment il va héberger ses données. Je pense que aussi nous avons un devoir, hein, de faire de la promotion de l'économie numérique à travers justement
des ateliers de sensibilisation, de formation, pour que les entreprises comprennent. On a parlé tout à l'heure d'hébergement des banques. Les banques, de par leur passé, ont des données très, très sensibles. Avec l'avènement de l'Internet que nous connaissons, la démocratisation de l'Internet, où toutes les transactions passent par un lien IP, la difficulté des banques de confier leurs données à travers des interfaces e-banking, c'est tous les problèmes de sécurité qui sont inhérents à Internet. Donc, je pense que pour aller dans cette idée, de commencer petit, c'est une très très bonne idée, mais je pense qu'il faut aussi communiquer, informer auprès donc, des cibles. Je ne sais pas si le temps qui nous est imparti nous permet également de vous permettre de terminer votre présentation, parce que nous avons un intervenant vers qui nous pouvons aussi poser des questions pour peut-être nous apporter sa vision des choses. Hein. Je vous laisse terminer. D'accord. On va essayer d'accélérer. Vas-y, vas-y. Voilà, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, voilà. Gabix favorise également le développement de contenu. Actuellement, je le disais tantôt, nous avons un petit projet qui vise à inciter les développeurs à mettre en ligne leurs applications. On a contacté tout dernièrement un incubateur avec qui on va commencer certainement à travailler là-dessus, développer le projet. Ce n'est pas quelque chose de parfait, de bien ficelé. Voilà. L'ambition actuelle du point d'échange, c'est OK, nous sommes un pays en voie de développement, donc beaucoup de choses ne fonctionnent pas nécessairement bien, mais si on ne commence pas, on ne saura jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc, on a commencé à contacter les développeurs pour les applications en ligne. Vas-y. Voilà. Donc, développement d'applications, hébergement à petite échelle. Ce que je dis, on qualifie ici d'hébergement à petite échelle. C'est inciter les opérateurs qui sont déjà existants, qui ont des infrastructures existantes, à développer des contenus, à gérer leurs infra. Également, nous pouvons apporter notre support technique. Vas-y. Voilà, ici, on a tenu à présenter quelques données. Hein. C'est l'Afrique centrale, la sous-région d'Afrique centrale. Les pays qui disposent de systèmes autonomes. C'est quoi un système autonome? C'est l'identité réseau d'un opérateur sur Internet. Tout opérateur, Gabon Télécom, Airtel, a une certaine identité sur le plan du réseau, hein, sur Internet. Et opérateur, donc de système autonome, donc identité d'opérateur connecté au point d'échange. Souvent, voilà. Exemple, les pays comme les points d'échange notoires, des gros points d'échange d'Afrique. Nous avons celui de l'Afrique du Sud, nous avons le point d'échange du Kenya, du Nigeria. C'est des gros points d'échange avec plus de 50 opérateurs connectés sur l'infrastructure. C'est ça. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons 25 ASM, d'accord, donc 25 réseaux. Nous avons en République centrafricaine 4. Le plus gros, c'est la RDC avec 40. Le Gabon, nous avons 15. Bon, ça à revoir à la baisse parce qu'on a beaucoup d'opérateurs qui ont fermé la boutique. Voilà. Donc, vas-y, je crois que c'est bon. Donc, merci à vous. Et puis, bon, on pourra, pour les questions, je pourrais y répondre tout à l'heure. Très bien, merci et bravo pour cette présentation. Nous avons voulu, et peut-être aujourd'hui, avoir une peut-être meilleure compréhension de ce que c'est un point d'échange. Et Gabix, on aura une phase de questions-réponses. Je voudrais peut-être, alors je ne sais pas si notre intervenant, donc Ghislain Karamugaba, est connecté, est en ligne. Je voudrais poser donc à Ghislain, à travers la présentation donc, de Landry, quel est son point de vue sur le développement de l'Internet en général en Afrique et peut-être sur le développement justement des points d'échange et quelle est l'expérience que vous avez vécue de l'intérieur et quels sont, si vous voulez, des commentaires que vous pouvez apporter par rapport au fonctionnement donc, de Gabix au Gabon. D'accord. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Est-ce que vous Nous m'entendez? entendons. Allô? Oui, je vous entends. Ah ouais, c'est bon. Oui, je vous entends. Oui, on vous entend Oui, très bien. je vous entends. D'accord. OK. Oui, Premièrement, merci pour l'invitation. Euh, En tout cas, je souhaite au chapitre du Gabon plein de succès en allant de l'avant et à impacter positivement l'écosystème du Gabon en général. Donc, juste peut-être quelques points pour appuyer ce que Landry disait. Euh, un point d'échange n'est qu'un élément d'un grand écosystème, mais son impact est très, très grand. Même si c'est un petit élément, mais son impact est très grand, car il est au cœur de ce qu'on appelle l'écosystème du peering et de l'interconnexion. Donc, le plus il y a des réseaux qui sont connectés, le mieux c'est. Et comme il le disait, plus il y a ce qu'on appelle la gravité des, en anglais on dit ça IP gravity, ça veut dire la capacité de Gabix d'attirer des réseaux est très, très importante. Donc, je pense que d'ici les jours suivants, nous allons essayer avec Landry de pouvoir travailler à attirer plus de réseaux sur Gabix. Merci d'avoir amené la question sur les data centers. Les data centers ou les centres de données sont très, très importants. Donc, les centres de données sont très importants et primordiaux. Donc, je vais en parler dans la présentation, mais grosso modo, je pense que c'est ça pour commencer. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. J'ai l'impression que vous parlez, mais je ne vous entends pas. voilà. Moi, ma question, c'est, André, tu pourras nous répondre. Pour attirer des opérateurs vers un point d'échange, il faut. J'ai du mal souvent à comprendre quel est le modèle pour attirer justement ces opérateurs vers le point d'échange. Les quelques opérateurs connectés au Gabon, peut-être que tu vas peut-être nous donner quelques statistiques, mais en termes de développement, en termes de, je dirais, de durabilité du modèle, comment est caractérisé le modèle d'affaires de Gabix? D'accord, merci Émile. Il faut dire que Gabix suit un modèle, bon, depuis sa création, suit un modèle classique. Il faut dire qu'il n'y a pas de modèle figé, d'accord? Il n'y a pas de modèle figé. Tout dépend de l'environnement. Tout dépend de l'environnement. Au début, le Gabix a suivi un modèle, une feuille de route qui, au cours de sa mise en œuvre, voilà, on a constaté que certaines choses, peut-être certaines décisions ou certaines actions n'ont peut-être pas été bien prises, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, actuellement, nous, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est on contacte les membres, d'accord? On se rapproche d'eux, on va vers eux, on discute, on leur présente la chose, d'accord? C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que beaucoup de gens, beaucoup de points d'échange font. Il faut organiser des ateliers de sensibilisation, il faut marteler, expliquer à chaque fois. Voilà, il faut beaucoup expliquer. Bon, malheureusement, pour les difficultés que tu connais, on n'arrive pas à organiser des ateliers. Soit peut-être que, bon, on a maintenant opté pour de webinaire, d'ateliers en ligne, c'est moins coûteux, ça ne demande pas beaucoup d'argent. On en a organisé déjà 2 en collaboration avec ISOC et dans du peering sous-région, de la sous-région. Il faut dire que avec nos homologues, le Cameroun, on parlera peut-être,
au Cameroun, au Congo, la République du Congo, interconnexion. C'est une plateforme qui nous permet, n'est-ce pas, d'impacter non seulement au niveau de la sous-région, mais également dans chaque pays, en fait. Donc, on bénéficie de l'accompagnement de ISOC à travers Guilain, qui est là. Mais il faut dire qu'en termes de modèle, le modèle qu'on a choisi dès le départ ne fonctionne peut-être pas. Il faut dire que si on observe un peu l'environnement, point d'échange africain, beaucoup qui rencontrent les mêmes difficultés que l'on rencontre, en fait. C'est ça. On n'a pas de contenu, donc un opérateur n'a pas intérêt à venir sur le point d'échange. Ça, c'est la base, la stratégie nécessaire. Voilà, on travaille beaucoup avec la société pour pouvoir attirer les membres. Voilà, leur expliquer que voilà, il y a un intérêt à venir se connecter au point d'échange, mais il y a également un autre intérêt à développer le contenu au niveau local. Très bien. C'est ce que je peux dire. Très bien, on va revenir peut-être plus tard sur les contenus. Et je pense qu'on va peut-être laisser Ghislain nous faire sa présentation, parce qu'il y a une présentation prévue. Ghislain, si vous m'écoutez, donc on vous laisse présenter donc, votre vision de l'Internet Society et peut-être plutôt du développement des points d'échange. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Landry peut juste me dire s'il m'entend, mais je pense que je peux commencer. C'est bon? Oui, allô? Tu m'entends, Guilain? Oui, je t'entends. OK. Donc, ma présentation, elle ne sera pas technique. Elle sera un peu plus sur les bonnes pratiques pour aider un point d'échange à grandir au niveau ou bien au cycle suivant. Parce que je pense que Gabix a déjà dépassé, en termes d'années d'opération, a déjà dépassé le stade des bases et il doit maintenant grandir et arriver à un stade intermédiaire avant d'arriver au stade où il sera avancé. Donc, le deuxième slide, il montre les points d'échange en Afrique. Le deuxième slide. Voilà, OK. Le deuxième slide nous donne une information selon quoi on a à peu près 47 points d'échange en Afrique qui sont actifs, situés dans 43 villes, dans 35 pays. Malheureusement, il y a encore des pays en Afrique qui n'ont pas de points d'échange, mais nous nous attelons en tant que ISOC à pouvoir les aider à mettre en place leurs points d'échange. Nous sommes dans un modèle où on ne vient pas imposer ou mettre en place un point d'échange. On doit travailler avec la communauté locale pour les appuyer à mettre en place un point d'échange. C'est comme ça que nous garantissons la pérennité d'un point d'échange. Donc, il y a encore des pays comme en Afrique du Nord, il y en a très peu. Il y a encore du travail à faire. En Afrique centrale, il y a encore le Tchad, le Centrafrique, le Soudan du Sud, qui n'ont pas encore de point d'échange. Il y a encore un voisin au Gabon qui est la Guinée équatoriale qui n'a pas de point d'échange. Il y a aussi des pays qui avaient des points d'échange mais qui ne fonctionnent plus, comme Madagascar. Donc, en tant que ISOC, nous les appuyons, que ce soit au niveau équipement, ça veut dire une communauté se met ensemble et nous dit, voilà, nous avons besoin d'équipements, nous les aidons à avoir des équipements. Nous avons besoin de formation. Nous les aidons à former leur communauté ou bien leurs ingénieurs, ou bien à faire des ateliers. Nous donnons aussi, en termes d'équipement, il y a 3 types d'équipements que généralement on donne, 3 ou 4. Il y a les switches, il y a les routeurs, il y a les serveurs, il y a aussi les modules optiques qu'on peut donner. Donc, voilà un peu en peu de mots la situation de l'Afrique actuellement. Il y a aussi un pays, je pense, le Niger et la Sierra Leone qui n'ont pas encore de point d'échange, et ainsi que Mauritanie aussi.
Donc, voilà un peu le topo de la situation. Le slide qui suit, s'il vous plaît. Donc, pour stimuler la croissance de Gabix, augmenter les réseaux connectés, il y a plusieurs perspectives, mais je pense que d'abord, il faut commencer par les bases. Comme Landry le disait, il y a des réseaux qui existent, mais qui ne sont pas sur le point d'échange. Par exemple, le point GA, le nom de domaine du Gabon, il peut se connecter sur le point d'échange. Le réseau d'éducation et de recherche, les universités peuvent se connecter sur le point d'échange. La télévision, la direction des impôts, la direction générale des impôts, parce qu'il y a une période de l'année où tout le monde fait la déclaration d'impôts. Et généralement, ça surcharge leur connexion Internet. Mais s'ils ont un lien peering, s'ils ont un lien vers le point d'échange, leur Internet ne sera jamais saturé pendant ces périodes-là. Il y a aussi les administrations publiques, le e-gov et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des réseaux qui sont potentiellement, qui peuvent se connecter sur le point d'échange, bien sûr avec les FAI qui ne sont pas aujourd'hui connectés. Nous avons aussi une autre catégorie de réseaux qu'on appelle les réseaux non traditionnels. C'est ce que Landry disait, les banques, les sociétés d'assurance, les hébergeurs de contenu, de musique, de cinéma, de vidéo, ainsi de suite. Donc, tout cela, il y a plein de jeunes qui voudraient monétiser ces contenus et ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent pousser ces contenus et c'est sur le point d'échange. Donc, en allant de l'avant, je pense que ce qui est important avec Gabix, c'est de cibler ces réseaux non traditionnels, de les accompagner et de les connecter au point d'échange afin qu'ils puissent pousser leur contenu sur le point d'échange, sans aller à OVH comme il le disait. Un autre aspect qui est très important, c'est de pouvoir attirer les réseaux des pays voisins. Mais cela dépend des infrastructures transfrontalières entre le Gabon et ses voisins. Récemment, on avait une discussion, on disait, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les lignes à haute tension qui traversent les pays? Parce que les lignes à haute tension, généralement, au-dessus, ils ont aussi de la fibre. Donc, voilà des infrastructures qui peuvent être utilisées pour essayer de mailler un peu plus en profondeur notre continent et notre sous-région. Un autre aspect qui est très, très important, c'est au niveau de Gabix de pouvoir développer la fonction de développement de business. Ça veut dire de ne pas seulement se cantonner dans un aspect technique, mais de pouvoir aller se projeter vers les banques, se projeter vers ces universités, se projeter vers les cliniques, se projeter vers ces opérateurs de réseau qui peuvent venir se connecter sur le point d'échange. Le slide qui suit, s'il vous plaît. Donc, rendre Gabix attrayant pour les réseaux qui s'y connectent, ça a d'abord trait à l'emplacement de Gabix. Et on a parlé de data center. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Il a parlé du Kenya, il a parlé de l'Afrique du Sud, il a parlé du Nigeria. Ces pays sont avancés dans le domaine du peering à cause de l'emplacement des points d'échange. Les points d'échange sont dans des centres de données neutres où il y a plein de réseaux qui sont déjà présents. Il y a plein d'hébergeurs de contenu. Il y a plein de FAI déjà. Il y a plein de services en ligne, etc., etc. Donc, quand un point d'échange vient dans cet environnement-là, c'est automatique. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour connecter plein de réseaux. Il est important aussi de signaler que les gens sont attirés par les services à valeur ajoutée. Ça veut dire, ce n'est pas seulement un port où je me connecte, mais avec ce port, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont la télémétrie que je peux tirer? Est-ce que je peux voir le nombre d'attaques que j'ai? Est-ce que je peux voir qui vient à mon réseau, qui ne vient pas à mon réseau, ainsi de suite. Donc, ces services à valeur ajoutée, il y en a beaucoup. J'en ai juste mentionné quelques-uns. Mais ces services sont très, très importants et ils attirent les gens à venir.
Un autre aspect, c'est de pouvoir attirer les distributeurs de contenu comme CDN. Bon, là, on connaît beaucoup plus Facebook, Meta, Google, YouTube, Akamai, Limelight, et ainsi de suite. Donc, tous ces CDN-là sont intéressants parce que si un pays est sur la côte et qu'il y a d'autres pays qui sont à l'intérieur du pays, automatiquement, ce pays devient comme une charnière entre les pays qui sont à l'intérieur du continent et ses capacités et ses CDN qui se trouvent sur vos côtes, sur Libreville, sur Port-Gentil et ainsi de suite, parce que c'est de là que les contenus sont déversés à l'intérieur du continent et du Gabon. Donc, assez rapidement, la qualité de service aussi attire. Ça veut dire, est-ce que l'infrastructure est stable? Est-ce que les sources d'énergie sont stables? Tout ça, c'est des services qui sont offerts dans les data centers. Il y a aussi des offres commerciales. L'offre commerciale est aussi très importante parce qu'aujourd'hui, si me connecter sur Gabix revient à plus cher que me connecter sur le transit et aller sur l'Europe, Portugal, Angleterre, les gens ne viendront pas sur le point d'échange. Donc, il est très important de se positionner dans l'offre commerciale pour être attrayant et attirer des réseaux sur le point d'échange. Donc, j'ai parlé de connectivité transfrontalière, je ne vais pas le répéter. Il est très important de pouvoir mailler l'intérieur du pays et mailler aussi les frontières pour pouvoir attirer les réseaux. Par exemple, quand je regardais le Gabon a une longue frontière avec la République du Congo. Mais quand vous regardez bien, le nord de la République du Congo est plus proche du Gabon et du transit gabonais que de descendre jusqu'à Brazza ou à Pointe-Noire. Donc, il y a des opportunités de pouvoir servir les opérateurs qui desservent les services de télécommunication dans le nord du Congo en ayant une bonne offre. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire des opportunités de connectivité transfrontalière. Slide qui suit. Donc, le rôle primordial des data centers, j'ai pensé que c'était très, très important de mentionner l'importance des centres de données neutres. Je répète, neutres. Que ce soit l'Afrique du Sud, comme Landry l'a dit, le Nigeria ou le Kenya, ces pays sont considérés comme des hubs, principalement parce qu'ils ont des centres de données qui concentrent tous ces services, qui concentrent tous ces réseaux. Et cela aide beaucoup à avoir un point d'échange avec 50, 60, 70, 80 et ainsi de suite de réseaux. Donc, voilà ce qui est très important à noter. Comme cas d'exemple, je voulais un peu parler de la Tanzanie. La Tanzanie est l'équivalent du Gabon, mais à l'est, parce qu'elle touche l'océan. Et essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui se trouve sur le réseau de la Tanzanie. Si vous regardez bien, dans les réseaux qui sont sur la Tanzanie, qui sont sur le point d'échange de Tanzanie Internet Exchange, vous allez trouver une banque centrale, vous allez trouver l'équivalent de la DGI, de la Direction générale des impôts. Vous allez trouver l'équivalent du point GA, donc TZNIC. Vous allez trouver l'autorité portuaire de la Tanzanie, Tanzania Port Authority, TPA. Vous allez trouver les services e-gouvernement. Vous allez trouver les distributeurs de contenu Akamai, les FAI qui donnent le FAI et la télé. Par exemple, le CTV est un fournisseur FAI, mais c'est aussi un fournisseur de télé. Vous allez trouver les réseaux d'éducation. Vous allez trouver des fournisseurs de contenu et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la mixité, si je peux dire, ou la variété de réseaux qui devraient faire partie du point d'échange. Car plus il y a de la variété, plus c'est bien. Alors, en termes d'avantages et bénéfices d'un écosystème du peering dynamique, donc, en se projetant au Gabon, le premier avantage, c'est l'amélioration de la qualité de service. Comme Landry l'a dit, la latence est réduite et cela attire les réseaux internationaux, les Meta, les Facebook, les Google et ainsi de suite. Parce que naturellement, ils sont présents et ils aident à réduire le coût d'Internet dans le pays en général.
il est à noter que plus le coût d'Internet est réduit, plus cela a une incidence positive sur la pénétration, et la pénétration a une incidence très, très positive sur le PIB. Donc, ça, c'est très important aussi à noter que la promotion des points d'échange n'a pas seulement un avantage, un bénéfice technique, non. Ça a une incidence sur la vie nationale du pays et l'économie numérique. Suivant. Voilà en très peu de mots la présentation. Donc, pour résumer un peu plus, il y a encore à faire au niveau des infras, et ça serait principalement les infras data center. C'est très, très important, car si Gabix se trouve dans une infrastructure neutre, avec plein de réseaux, cela va aider beaucoup. Une autre chose que je pense qui est très importante, qu'on a noté dans les pays frontaliers aux océans principalement, c'est qu'il faut promouvoir la compétition à l'accès aux câbles sous-marins. Car quand il y a compétition, il y a baisse des prix. Et quand il y a baisse des prix, l'Internet à l'intérieur du pays et dans les pays à l'intérieur du continent bénéficie de ces réductions de coûts. Donc, voilà en très peu de mots ce que je pourrais présenter. Merci pour votre attention. Merci, bravo, merci. Voilà, merci, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation qui nous a éclairé sur vraiment la stratégie qu'il faudrait peut-être mettre en place et peut-être revoir au niveau de Gabix pour essayer de booster le développement, revoir un petit peu les aspects plutôt que techniques, plutôt commercial aussi pour attirer justement des opérateurs à venir au point d'échange pour mettre en place, je dirais, un modèle de peering qui pourrait être rentable aussi parce que Gabix a été lancé et porté par, je dirais au départ, la NINF qui a soutenu beaucoup le développement de Gabix. Mais dans ce modèle-là, il était prévu quand même qu'à un certain moment, Gabix devait prendre, je dirais, son envol pour qu'elle puisse, donc que le point d'échange puisse, je dirais, plutôt s'autofinancer et supporter ses charges. Aussi, c'est important. Donc, l'aspect commercial, pour moi, n'est pas négligeable. L'aspect de prospection aussi, parce que c'est quand même important de mener des activités de prospection, même au niveau sous-régional. L'infrastructure est importante à développer, l'environnement est important, les problématiques de sécurité sont importantes à aborder, la formation du personnel, donc le renforcement de capacité, ce sont des sujets qui sont pour moi importants à aborder et peut-être dans une prochaine rencontre, peut-être au plus haut niveau, au niveau du conseil d'administration, donc de Gabix. Donc voilà, merci Landry. On va peut-être passer à la phase questions-réponses pour justement prendre aussi un petit peu les préoccupations donc, de nos invités. Voilà. Première question. Oui, peut-être, monsieur, avant de venir. Oui, si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Merci. Je suis de l'Université Maroc. Je suis actuellement très investi par dans vos interventions jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les deux intervenants plus de Modérateur. on perçoit bien la problématique de cette rencontre. On peut juste signaler, avant que Internet, c'est deux choses. Internet, c'est d'abord un discours technologique et commercial.
c'est une caractéristique. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'Internet, c'est un discours social. Pourquoi un discours social? Parce que l'Internet, c'est une technologie qui est construite au sein d'une société. Donc, c'est une action qui est menée en vue de satisfaire certains besoins de la société. À partir de ce la problématique d'Internet, de la mise en place de la construction d'Internet en tant que concept, en tant que contenu, en tant que développé, appelle à la fois des préoccupations d'ordre technologique, technique, commercial, mais également des préoccupations d'ordre social, sociologique, géopolitique, etc. Tout cela, c'est du social. Ce sont des problèmes de société, des questions de société. Alors, ma question, je la pose parce qu'elle se trouve à l'intersection de ces deux caractéristiques de la notion d'Internet. Le lancement, c'est une visite. Il me semble que les deux interventions, surtout la première, beaucoup moins la seconde, se sont appesanties sur des questions d'ordre technique. Or, quand on veut lancer quelque chose, c'est qu'on veut lancer une vision. Ici, on a bien compris, ici, il s'agit d'une vision qui peut-être n'existe pas à partir de maintenant, elle existe depuis un moment, mais qui existe encore à un état où ceux qui s'y intéressent ont besoin de pousser cette vision. Il faut donc l'attention, il faut ensuite la diffuser et il faut identifier les personnes, les opérateurs, les acteurs en général qui vont recevoir. Donc, c'est une question de réception sociale. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a donc une question de reconstituer ou bien d'identifier l'écosystème numérique. Alors, la question est celle-ci. On commence par où voudrait commencer cette entreprise de rencontre, d'échange, etc., par parler des questions d'ordre purement technologique, technique, commercial. On va commencer à faire comprendre la vision. D'abord, comment elle est construite, ensuite, comment elle peut être reçue, et l'intérêt des acteurs, les politiques, l'État et ses institutions, les opérateurs économiques, y compris les usagers, identifier en fonction des secteurs d'activité multiples qui existent au sein d'une société. Devrait-on commencer parce que l'anti-vision me semble une entreprise assez complexe. Et si on commence par énumérer les problèmes d'ordre technique et commercial, qu'on ne vise pas ou qu'on n'identifie pas les individus, les acteurs collectifs, c'est-à-dire les usagers de toutes les administrations publiques, privées, etc., qui peuvent avoir besoin aussi, qui n'en ont pas conscience, qui peuvent prendre conscience qu'ils ne pourront pas avoir besoin de cet enseignement qui est Internet. Ma foi, le spécialiste des sciences sociales, voilà un problème. Voilà. Merci, M. Je suis donc directeur des innovations et de la recherche au niveau de l'ARCEP. Ma question porte donc sur une balance. Je pense qu'on est en train de réfléchir qui peut nous permettre de développer une condition d'Internet balance. Je vois que le modèle mise en place jusqu'à présent dans ce système de volontarisme des différents intervenants de cette volonté de changer le trafic. Et au final, espérer laisser donc leur fracture à l'international. Au niveau de la limitation de capacité. C'est bien ça. C'est pas de. En fait, ce serait une forme d'action. Ce qu'on observe juste c'est que les opérateurs ne sont
pas trouver des moyens à vraiment développer des peering. Dès qu'ils sont dans une forme de confort, ils font des valeurs internationales, les chiffres d'affaires, les charges internationales, ils sont pas trop importantes. Et je pense à changer de stratégie. Donc, c'est là, moi, je vais peut-être vous proposer ce qu'on a pu faire peut-être pendant quelques années. En ce qui concerne donc la production classique que vous connaissez, on a rendu obligatoire. Parce que si on est d'accord pour l'échange d'Internet, c'est une structure stratégique qui participe à faire baisser les charges globales de l'international. Je pense qu'on peut aussi réfléchir à voir comment on va obligatoire l'accès aux grands échanges d'Internet aux opérateurs par le texte, par le mécanisme juridique, je pense. Plus que c'est également un enjeu national, c'est stratégique. Rien ne nous empêche de la rendre obligatoire au même titre que l'interconnexion des réseaux. Parce que si elle n'avait pas été obligatoire, je vous le dis, au Gabon, chaque opérateur pourra continuer à commercer ces services de façon totalement indépendante des autres. Tant que son marché, son chiffre d'affaires est garanti. Donc voilà un peu ma contribution sur votre question ici. Merci, merci. On va peut-être prendre une troisième question et je vais laisser donc Landry et peut-être Gisela répondre. Oui, vous avez la parole. Je suis administrateur durable chez nous. Bon, en fait, le bureau exécutif de SOC et en même temps membre du conseil d'administration de loi plus de l'éducation de la recherche. Aujourd'hui, en fait, je porte le projet de l'éducation de la recherche du Gabon, équivalent de ça. Donc, ce projet, à ce jour, n'a pas toujours. C'est pour ça que je reviens à la suite de l'intervention du docteur Mouzé sur une question qui est fondamentale. La notion de gestion du changement. En fait, il y a le change management intégré dans l'ensemble des qu'on a toujours développé chez nous. Je prends un exemple du projet construit de l'éducation de la recherche non connu, dont les acteurs finaux sont les universitaires, les enseignants et les chercheurs. Mais ces personnes n'étaient pas question. Parce qu'en fait, j'avais mal partagé quelque part. Donc, c'est ça, en fait. Il faut mettre le doigt là-dessus. Comment faire que bon parents, habitants pour les lignes, s'intéressent à tout ce qui est Internet. Qu'est-ce qui est Internet? Pourquoi est-ce qu'il y a un majeur? Il faut le mettre au centre. Donc, on le met au centre, quel que soit le modèle économique que l'on pourra monter. Et donc, l'utilisateur final, qui est en même temps le consommateur et la portée de ressources, n'est pas au cœur du projet, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième, j'ai fait un constat lorsqu'on veut présenter sur la chute d'utilisation des capacités qui sont arrivées à Camis. La question, c'est la suivante. Toutes ces personnes ont créé, toute structure, personne morale ont créé l'échange. Est-ce que ce point des terrains économiques est ouvert? Est-ce qu'à l'intérieur du fonctionnement des capacités de couverture du capital, il y a de plus de parties pour à l'intérieur pour inclure les autres acteurs qui ne faisaient pas partie des tous? C'est la deuxième chose. La troisième, on a parlé de la mise en place d'un point d'échange qui, en principe, doit se construire avec, dans la politique qui est dégagée, la mise en place des environnements de stockage de la qualification. Pour un pays comme le nôtre, qui a baissé les coûts de coûts, qui estime qu'il a une autonomie, on est ce qu'on peut libérer. On est ce qu'on peut voir. Le point GA, on le fait GA à l'étranger, parce que nos données sont hébergées à l'étranger alors qu'on a un environnement de transit. Et on n'a pas ce qu'on appelle le cloud souverain. Donc, ça, on appelle il faut que notre
ait le courage de construire cet environnement où on va stocker l'ensemble des données d'État, des données qui sont stratégiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, logiquement, un point d'échange se construit avec à côté une politique qui nous amène à construire les environnements de stockage. Que l'État s'engage ouvertement là-dedans pour dire je sécurise les données, je protège les données. Sinon, la structure qui sert à la protection de données à caractère personnel qui sont hébergées au Canada ne sert à rien du tout. Comment est-ce qu'on peut amener nos différents opérateurs à appuyer sur le point d'échange CABIX dans la mesure où l'ensemble de leurs bases de données sont stockées à l'étranger? Je ne sais pas, les opérateurs historiques. La base de données commerciale. Aujourd'hui, des opérateurs, je ne sais pas le nom, elle est logée aux États-Unis. C'est-à-dire, quand ça se casse à l'agence commerciale, ça ne fonctionne pas. Déjà, eux qui sont les mastodontes qui ont créé, il n'y a pas d'état comme le disait Safi ici, qui oblige à ces entités à créer ce software en miniature comme les exemples. Chaque opérateur télécom devait avoir un mini état secteur. L'université dans laquelle je suis mais il est là. Donc, c'est que on a la capacité qu'il faut pour arriver à atteindre le point d'échelle. Il y a 2 pas. Il y a 750 mètres. Donc voilà, de manière à amasser un ensemble de pistes. Ainsi, lesquelles on peut s'avancer pour pouvoir régler la question de mix, régler la question de l'utilisation de nos États en matière de des infrastructures et des données. Les pas forts, c'était des pas. Très bien. Merci. Merci, M. Antoine. Merci pour cette présentation. Je pense que c'est problématique. Bon, je vous dis qu'on va commencer par répondre à la préoccupation, à la question de M. Ndégout. Il s'interroge sur effectivement l'Internet, Internet, est-ce que l'Internet est un Internet citoyen? Comment peut-on faire développer Internet pour qu'il soit un Internet ouvert et disponible à tous? C'est ce qui comprend la sémantique. Est-ce que c'est l'Internet technique qui intéresse aujourd'hui? Est-ce que la thématique de ce jour, c'est de parler du point d'échange? Bon, lorsqu'on aborde le point d'échange, on est plutôt plus dans des notions techniques et technologiques. Et évidemment, l'intérêt de cette cérémonie, c'est de parler d'Internet society, donc l'Internet mondial et l'Internet pour les citoyens. Donc, je suis effectivement en accord avec M. Ndégout qui s'interroge sur cette notion, sur ce concept d'Internet. Est-ce qu'il faut l'aborder de façon technique? Je pense que c'est d'abord une difficulté technique, mais qui permet de pouvoir accéder à toutes les couches de la société, naturellement, et citoyens, qui doivent avoir accès à ces technologies. Je vais peut-être essayer donc l'envie de répondre à la question de M. Ndégout sur son discours social, parce qu'on voit bien que les universitaires sont au cœur justement des préoccupations de la démocratisation de l'Internet et de la compréhension comme les usages sur l'Internet. Ok, oui, merci. Merci voilà, pour votre question. Ce que je peux dire là-dessus, peut-être Guylain va ajouter quelque chose. Pour ce qui est de la question d'Internet, bien évidemment, hein, c'est une question également sociale. Je ne suis pas sociologue, donc je ne pourrais pas. Voilà, vous êtes plus expert que moi là-dessus. Pour ce qui est de la question d'Internet, c'est également une question sociale. Tout le monde utilise Internet. D'accord? Mais la problématique du point d'échange, c'est vrai qu'elle concerne indirectement l'utilisateur final, parce que voilà, finalement, l'Internet, c'est pour qui? C'est pour tout le monde, hein? C'est pour vous, c'est pour moi. Mais la cible principale d'un point d'échange final, c'est une cible indirecte sur le point d'échange. C'est bien interconnecté. Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de ressources Internet pour vous connecter à un point d'échange. Donc, en gros,
je m'adresse aux populations, le point d'échange s'adresse aux populations à travers les opérateurs. Donc, la principale cible d'un point d'échange, c'est l'opérateur, c'est Gabon Télécom, c'est RTL. Voilà. Donc, je pense que la stratégie à développer, c'est une stratégie axée sur l'opérateur, dans le sens où certainement expliquer, déjà on le fait, expliquer à l'opérateur que l'intérêt du point d'échange, déjà pour lui, mais également le bénéfice que peut en tirer ses utilisateurs. Parce que si lui se connecte au point d'échange, c'est pour désengager, comme on disait, ces liaisons internationales. Bon, in fine, ce sont ses utilisateurs qui vont en bénéficier. Voilà. Donc, pour la question sociale, dans le sens de parler à un utilisateur, peut-être que je n'ai pas la réponse là, il faut peut-être l'aborder autrement. Voilà, c'est vous le spécialiste, peut-être autrement, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la cible principale d'un point d'échange, c'est les opérateurs. Voilà. Merci André. Okay. Peut-être qu'on va aller rapidement, le temps qui nous est parti qui va à sa fin. Peut-être voir avec André dans sa question, est-il possible de rendre obligatoire le rapport de point d'échange? Il encore ce terme de régulation et l'obligation des publics gabonais devait être une réflexion, puisque dans les licences octroyées par les opérateurs, l'obligation justement, les services Internet. Rendre public ces services, peut-être que l'André ou Gisèle de l'autre côté pourra nous donner des éléments de réponse. C'est possible de rendre obligatoire, et là, ce sont des directives, soit dans les politiques publiques en matière de développement des services numériques au niveau national. Comment ça se passe dans les télévisions? Je veux peut-être laisser Guilain répondre, mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que ensuite, le développement des points, certains modèles qu'on a, bon, en fait, suivent des pratiques, comme souvent de bonnes pratiques. D'accord? Ces bonnes pratiques, je crois que je vais laisser Guilain développer là-dessus. Très bien. Guilain, vous avez la parole. Est-ce possible? Oui. Est-ce que c'est possible de? À travers les directives, peut-être. OK, je pense avoir… Je dirais, initié par les États, est-ce possible de demander, de rendre obligatoire les opérateurs télécoms, les télécoms, de se raccorder au point d'échange? Si c'est possible, comment envisager justement ces directives? Est-ce qu'il existe au niveau peut-être des organismes internationaux comme l'Union internationale des télécommunications, des concepts ou des sujets qui sont en relation avec le raccordement des opérateurs au point d'échange Internet? OK. OK. Il y a des pays qui ont essayé de forcer. Il y a des politiques qui s'appellent MLPA, ça veut dire Multilateral Peering. C'est une obligation. C'est comme si on obligeait les opérateurs à se connecter sur le point d'échange. Mais on s'est rendu compte avec le temps, parce que les points d'échange, ça existe depuis longtemps, on s'est rendu compte que les pays qui ont adopté ce genre de politique avaient des points d'échange qui restaient stagnants. Ça veut dire que quand c'est obligatoire, les gens ne sont pas encouragés à se connecter sur le point d'échange. Et même s'ils le font, ils le font et ils envoient juste le minimum de trafic possible pour être en règle, entre guillemets, avec la loi. Mais ils ne voient pas l'avantage. L'autre option, c'est de peut-être les laisser voir l'avantage. Comme Landry le disait, tu es un opérateur, tu as 70% de ton trafic qui va vers les CDN, les Facebook, les Meta, tu as 30% qui va vers Internet. Si tu peux avoir ce contenu à travers le point d'échange, pourquoi tu ne te connecterais pas sur le point d'échange? Parce que tu as déjà un avantage. Donc, parmi les bonnes pratiques que nous préconisons, nous ne préconisons pas qu'il y ait
ces politiques de connexion ou de peering obligatoire parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus détrimental que plus avantageux. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est pas une bonne pratique. On va dire que c'est pas une bonne pratique. Dans les best practices, c'est pas, je dirais, c'est pas recommandé. Moi, je pense que l'idée, c'est peut-être, au moment de la vie, hein, c'est vraiment d'aller vers le développement des contenus. C'est le développement des contenus qui va peut-être rendre attractif vraiment et c'est une prochaine étape, en fait. L'ajustement du numérique et des technologies de l'Internet, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? Quel intérêt on a? Quel business model on veut développer avec Internet? C'est là, je veux dire, le e-commerce, par exemple, va être pour moi un moteur de croissance sur le développement du PIB dans notre pays en matière de commerce électronique. Aujourd'hui, il faut dématérialiser le paiement et booster justement le développement donc, du e-commerce avec des boutiques en ligne. La notion de, je dirais, 80 à 90% du trafic Internet international et de la COVID. On a bien vu que cette précision, on va prendre la dernière question hein, pour clôturer donc, notre atelier de ce jour. C'est une préoccupation que nous a fait beaucoup de choses très intéressantes d'ailleurs, mais surtout, moi ce que j'ai retenu, c'est comment finalement, on va nous dire exactement comment gérer ce point GA et peut-être comment le libérer. Ça veut dire quoi le libérer? Il va nous expliquer pour clôturer notre débat. Merci, Émile. Je pense qu'on a le point GA. Comment le libérer? Bon, est-ce qu'on est tenu? Enfin, bref. Voilà. Donc, comment le libérer? Il faut totalement la main et localement mettre en place des stratégies pour le vulgariser, pour le vendre à tout le monde facilement et beaucoup communiquer aussi. Parce qu'il faut dire que dans l'état actuel du point déjà, fonctionne quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux faire l'acquisition d'un nom de domaine en .ga, je vais sur Internet, dans ma barre d'adresse, la barre d'adresse de mon navigateur, je tape www.my.ga, je peux faire l'acquisition d'un nom de domaine. Voilà, donc ça fonctionne quand même, mais ce que je pourrais dire, c'est que de ce que je sais, travailler pour améliorer les choses. Voilà. Très bien, merci Landry. Merci. Oui. Nous sommes arrivés au terme de notre atelier de ce jour. Hein. Donc, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Oui. On me rappelle qu'il y a une question par rapport à je pense. Je pense que, bon, simple, hein. Même un utilisateur final. Ça veut dire que mon cher aîné qui est dans la salle, qui peut-être peut nous aider sur les questions sociales, peut adhérer à Gabix. Voilà. Il suffit de nous contacter et puis voilà. Très bien. Peut-être le contact de Gabix hein, pour que qui souhaitent des informations. Donc, il a
Voilà. Donc, merci à Gisèle. Merci aussi. Cette disponibilité de participer à cette cérémonie de lancement. Madame Florence Lengoumbi-Pouya, de cette initiative honorable de placer aussi au centre de la société de l'information et justement au centre des discussions internationales de l'Internet. Initiative que nous allons tous suivre, soutenir pour que le Gabon se place aussi dans le concert des nations en matière de développement de son espace Internet citoyen et pourquoi pas faire partie de ce qu'on appelle donc le cyberespace international à travers le développement de ces infrastructures. Donc voilà, merci à tous, merci donc messieurs et dames de votre disponibilité et d'avoir participé donc à cet atelier. On vous donne rendez-vous demain pour le deuxième atelier qui est intitulé « Comment connecter tout le monde à Internet au Gabon, inclusion numérique, concept de réseau communautaire, alternative durable pour connecter les non connectés ». Voilà, merci beaucoup et à demain.